C'est en tout cas l'engagement que nous avons pris dès 2019, qu'on évoquait sur le pacte vert. La Banque de l'Union européenne a pris des engagements très forts, au premier rang desquels l'exclusion des projets mobilisant des énergies fossiles. Aujourd'hui, ça vous paraît naturel. En 2019, la BEI a été la première institution financière au monde à prendre une telle décision. Je pense que sur un plan législatif et réglementaire, il n'y a plus vraiment de frein. Il y a plutôt des ajustements à apporter à certains textes pour encore accroître, améliorer notamment l'innovation. Et puis également pour améliorer, je dirais, la production des énergies électriques en Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Invest in Tech, le rendez-vous des investisseurs responsables et des porteurs de projets impact. Nous voici de retour en cette rentrée pour évoquer avec vous un sujet majeur pour l'Europe, l'énergie. Cette denrée rare que les dirigeants du monde entier se disputent et pour cause, en 2023, les importations d'hydrocarbures ont atteint le record de 62 milliards de mètres cubes sur le territoire français pour une facture énergétique de l'ordre de 116 milliards d'euros. L'Europe fait actuellement face à de nombreuses problématiques concernant sa sécurité énergétique. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux invités. Grégoire Chauvière-Le Drian, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du bureau parisien à la Banque européenne d'investissement. Vous êtes également ancien conseiller du ministre des Affaires étrangères durant la COP21. Merci d'être avec nous. Merci. Et pour débattre avec nous, j'accueille également Jacques Dabreteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Adolphe-Godard et spécialiste des questions énergétiques. Exactement. Merci de nous avoir rejoints. Messieurs, je vous propose de poursuivre cette émission en faisant un point sur l'actualité. Ursula von der Leyen l'a rappelé lors de son investiture le 18 juillet dernier à Bruxelles. Ce second mandat sera l'application du pacte vert. Prise en étau entre des fournisseurs d'énergie ne respectant pas les principes démocratiques de l'Union européenne et une volonté d'atteindre l'autonomie énergétique à horizon 2030, la présidente de la Commission européenne a une nouvelle fois dû faire preuve de fermeté, en particulier durant la pandémie, lorsque la Russie, alors principal fournisseur de gaz, a utilisé l'arme énergétique, menaçant ainsi la sécurité d'approvisionnement en Europe. Cela a eu pour conséquence de faire grimper les prix de l'énergie au détriment de notre balance commerciale et des consommateurs européens. Depuis, les importations de gaz en provenance de Moscou sont passées de 40 à 8% et l'Europe poursuit cette ambition de développer les énergies renouvelables sur le territoire afin de compenser cette baisse. Éolien en mer, énergie solaire, tous les moyens sont bons pour ne plus subir ces chocs exogènes de prix et sortir de cette dépendance énergétique vis-à-vis des États fournisseurs. Plusieurs mesures ont été prises, à savoir le pacte vert européen, suivi du plan REPowerEU, qui vise à accélérer le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire. Pour financer ces réformes, l'Europe a mis sur la table près de 300 milliards d'euros. Alors comment sortir de cette dépendance énergétique? Les alternatives aux hydrocarbures sont-elles crédibles et tenables sur le long terme? Et enfin, quel financement adapté à ces nouvelles mesures? Nous allons en débattre avec nos invités. Alors une première réaction peut-être sur ce sujet, je vais m'adresser à vous sur le point de la régulation, notamment sur ce pacte vert, ces fameuses mesures qui sont prises par l'Europe. Est-ce que, selon vous, ces mesures sont tenables au regard notamment de nos échéances de l'accord climat qui ne sont pas encore respectées? Oui, alors je dirais qu'il y a deux échéances principales qui ont été fixées par le pacte vert, qui date de 2019 et adopté en 2021. D'une part, un objectif intermédiaire de 30% d'ici 2030, une amélioration de la réduction des émissions de quotas de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990, et puis l'atteinte de ce qu'on appelle le net zéro en 2050, qui est l'objectif final. Donc un certain nombre de directives ont été adoptées. Elles ont été consolidées, je dirais, avec le plan auquel vous faisiez référence, REPowerEU, puisqu'il s'agissait en fait de combiner la neutralité climatique mise en avant par le plan, le pacte vert pour l'Europe, avec une question d'indépendance énergétique. Et c'est là toute la complexité en fait du sujet, puisqu'il s'agit de flécher les politiques publiques et en particulier les politiques environnementales des différents États membres pour tendre vers cet objectif de neutralité climatique. Des objectifs qui sont des objectifs à court terme
et qui sont récemment, avec la publication très récente du rapport Draghi, dont la presse s'est fait l'écho, avec peut-être une question, est-ce que trop de normes ne finissent-elles pas par, d'une certaine manière, freiner effectivement cette ambition. Et alors c'est un peu la quadrature du cercle, puisqu'en même temps, l'objectif, ou plutôt le vecteur, est généralement la norme pour orienter les comportements. Mais là, il y a un souci effectivement de les orienter de façon vertueuse et accélérée, notamment par la promotion des énergies renouvelables, et sans doute avec une forme de protectionnisme européen, peut-être le mot est excessif, mais en tout cas une forme de protection pour la production au sein de l'Union européenne. Est-ce que c'est tenable aujourd'hui de développer les énergies renouvelables? Ici oui, par quel volet peut-on commencer? Alors effectivement, on a un double objectif qui n'est pas contradictoire, et bien au contraire, c'est ce qu'on essaye de démontrer. À la fois s'affranchir d'une dépendance, et le contexte qu'on connaît depuis le 24 février 2022 a accéléré ce besoin d'indépendance, d'autonomie, voire ce mot qu'on n'osait pas prononcer jusqu'à présent dans les sphères européennes, la souveraineté, qui est un point important, cette souveraineté énergétique, et dans le même temps, se conformer à cette trajectoire qui a été précisée, cette neutralité carbone à horizon 2050, avec un point d'étape important qui est demain, c'est-à-dire 2030. Donc on a, pour s'affranchir ou pour devenir la première région au monde, en tout cas, qui s'inscrit dans une stratégie, dans une trajectoire de décarbonation. Tout ça, ce sont des intentions. Tout à fait. Et ce sont des trajectoires, comme vous l'avez dit, une orientation des politiques publiques. Est-ce que c'est tenable? Alors justement, sur le long terme. Pour l'obtenir, il y a la régulation. C'est un point pour, de manière coercitive, quelque part, de forcer les entreprises, les collectivités à se transformer. Mais il faut les soutenir, il faut les financer. De quelle manière est-ce que vous, par exemple, vous soutenez... Et c'est un point important. Et l'Europe, l'Union européenne, a la chance de disposer d'un outil de financement qui s'appelle en particulier la Banque européenne d'investissement, créée par le traité de Rome en 1957, donc qui accompagne le projet politique d'une capacité de financement des politiques publiques. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que face à l'IRA des États-Unis, américains, nous avons un outil qui en plus a cette singularité de ne pas coûter aux contribuables. Je pense que c'est un point important, puisque c'est une banque qui lève sur les marchés financiers et qui prête à ses clients, collectivités territoriales, entreprises, intermédiaires financiers, pour orienter les financements vers les objectifs européens. Et le premier de ces objectifs, c'est naturellement le financement de la transition énergétique et donc la décarbonation de nos économies. Donc l'année dernière, pardonnez-moi juste un point, un retour sur le financement. Vous avez financé un prêt vert de 50 millions d'euros pour le déploiement de 5 énergies solaires en Espagne. Vous vous intéressez également à la France et vous avez une enveloppe de 12 milliards au total, dont 64% qui est dédiée au climat. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette enveloppe et qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux ? L'enveloppe ce sont des projets qui nous sont présentés et que nous finançons. Il se trouve qu'en France, depuis 3, 4, 5 ans, on est au-delà de 10 milliards d'euros d'investissement annuel qui s'orientent vers les collectivités territoriales, naturellement, pour des projets d'infrastructure, du transport. Est-ce que vous avez des exemples à nous citer, peut-être de collectivités que vous avez accompagnées sur ce financement de la transition écologique ? Je vais vous citer deux exemples récents. Alors, c'est plutôt la façade ouest. Nantes, nous avons financé l'extension de la troisième ligne de tram, à travers en plus un mécanisme européen qui s'appelle le mécanisme de transition juste, qui a permis à la métropole de Nantes de bénéficier non seulement des conditions compétitive de financement de la Banque européenne d'investissement, mais aussi d'une subvention apportée par ce fonds de transition juste qui permet aux régions qui ont le plus souffert du changement climatique de bénéficier de soutien financier supplémentaire. Donc on abaisse le coût du projet. Donc vous avez financé le transport. Est-ce que vous êtes également actif sur l'éolien en mer, sur le photovoltaïque? Ce sont des volets d'ailleurs qui sont très en vogue actuellement en France. Est-ce que ce sont des volets sur lesquels on accompagne le transport parce que, notamment le transport collectif décarboné, le tramway, les bus à hydrogène, etc. Nous accompagnons aussi la rénovation thermique, puisque la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Nous avons signé très récemment une opération avec la région Bretagne pour la rénovation de l'ensemble des lycées de la région. Mais nous accompagnons aussi
et nous finançons la production d'énergie renouvelable, qui est un point très important sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Pardonnez-moi, je vais vous faire intervenir, cher maître. Vous avez, vous, sur ce volet de la régulation, pour produire de l'énergie aujourd'hui, il faut la stocker, et pour la commercialiser, il faut une autorisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la manière dont les acteurs privés peuvent se saisir de ce sujet pour vendre leur production d'énergie aujourd'hui? Alors, la production d'énergie, effectivement, pour améliorer et tendre vers cet objectif de 55% de réduction, effectivement, vous devez obtenir, lorsque vous êtes producteur, en tout cas fournisseur d'énergie, une autorisation de fourniture qui est effectivement délivrée par les autorités administratives. En revanche, vous pouvez aussi développer des installations de production. Pardonnez-moi, le ministère de la Transition écologique délivre cette autorisation? Oui, alors plus précisément, c'est les représentants sur le département qui délivrent ces autorisations. Mais effectivement, c'est l'État. Mais en revanche, pour être producteur et vendre son énergie, il y a différents systèmes. Le plus en vogue aujourd'hui, c'est le système des appels d'offres ou des appels à projets. Précisément dans le domaine de l'éolien maritime, on est au 9e appel d'offres en France, un 9e appel d'offres qui vient de paraître avec une production, une capacité installée de l'ordre de 2,5 gigawatts. Alors par contre, ce sont des procédures qui prennent du temps et c'est ça qu'il s'agit, je dirais, d'accélérer en fait, à la fois l'attribution des projets pour pouvoir produire et vendre sur le marché et puis également développer les nouveaux parcs pour atteindre cet objectif. Et c'est une économie qui va permettre, un écosystème qui va permettre aussi de tendre rapidement vers le développement des énergies renouvelables en attendant la relance, entre guillemets, par le secteur nucléaire, qui va prendre un certain nombre d'années avant d'être effective. Alors sur ce sujet, justement, vous avez peut-être un avis à formuler. Peut-on réellement aujourd'hui sortir des hydrocarbures? Est-ce que, parce que tout ça, ce sont effectivement des intentions qui sont louables et qui doivent être suivies d'actions, mais est-ce que c'est réellement tenable sur le long terme de sortir des hydrocarbures? Alors je vais répondre, c'est en tout cas l'engagement que nous avons pris. Dès 2019, qu'on évoquait sur le pacte vert, la Banque de l'Union européenne a pris des engagements très forts, au premier rang desquels l'exclusion des projets mobilisant des énergies fossiles. Aujourd'hui, ça vous paraît naturel. En 2019, la BEI a été la première institution financière au monde à prendre une telle décision. Ce qui veut dire que nous ne finançons plus de projets qui mobilisent ou qui utilisent des hydrocarbures. Donc vous avez choisi de sortir des hydrocarbures par la non-sélection des projets qui sont et de réorienter nos capacités d'investissement vers des projets de production d'énergie renouvelable, renforcés par le programme REPowerEU que vous évoquez, qui nous a donné une capacité d'investissement supplémentaire, qui nous permet effectivement d'être présents auprès des constructeurs et des opérateurs de fermes éoliennes, inshore, mais aussi, et c'est nouveau, en tout cas novateur en France, les éoliennes flottantes, qui est une technologie encore peu éprouvée en France, dont un des projets devrait voir le jour très rapidement dans le golfe du Lion, que nous sommes fiers de pouvoir accompagner auprès des opérateurs nationaux, et puis d'accompagner aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous allons financer l'entreprise leader sur le marché européen qui s'appelle Nexans, du câble qui va permettre d'aller de l'éolienne au transformateur, et puis la réhabilitation de Port-la-Nouvelle, donc du port en Occitanie, qui va recevoir cette production énergétique et puis le déploiement de cette énergie sur l'ensemble du réseau. On accompagne Engie dans la modernisation de son réseau pour intégrer cette ressource supplémentaire d'énergie renouvelable. Est-ce que vous financez également des start-up, des entreprises plutôt technologiques? Je pense par exemple à la start-up toulousaine Bor qui vient de lever 4 millions d'euros auprès d'un fonds privé, donc Founders Future, qui est porté par Marc Ménassé et qui propose une solution pour soutenir les petits producteurs d'énergie tricolore, notamment sur des questions de prévision et de commercialisation à travers des algorithmes qui utilisent l'intelligence artificielle. Est-ce que ce sont typiquement des entreprises ou des projets qui attirent votre attention? Alors, il y a chez nous une conviction, c'est-à-dire que l'innovation va être une des clés à la transition énergétique. Que très probablement, les solutions qui seront adoptées dans 5 ou 10 ans, nous ne les connaissons pas encore. Donc, à nous, avec cette puissance d'investissement, cette puissance de feu et de capacité d'investissement public de la BEI, d'investir aujourd'hui dans la R&D, dans l'innovation, pour accompagner des entreprises de certaines tailles qui décident de transformer, de transitionner
mais aussi des startups, en tout cas des entreprises plus jeunes, plus récentes, qui aujourd'hui ont une idée, qui ont développé un projet. Vous avez cité une entreprise toulousaine, mais j'ai en tête aussi l'entreprise Keros, qui fait du monitoring sur le suivi de la transformation, sur voir si effectivement les pays s'inscrivent dans la transition, dans les engagements qu'ils ont pu prendre, notamment au cours de la COP21, de transition énergétique. Et ça, je pense que c'est important d'être à l'écoute des innovations. On le fait avec différents programmes, dont certains qui sont développés avec la Commission européenne, qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner l'ensemble du spectre, d'entreprises, et non en particulier les entreprises en croissance. Et sur ce volet de l'innovation et des jeunes startups, donc vous financez le early stage également, est-ce que vous avez une idée du volume de dossiers accompagnés ou financés sur 2023 ? Alors, le early stage, pour être tout à fait précis, c'est un programme qui est développé par la Commission européenne, qui s'appelle European Innovation Council, pour lequel le groupe BEI est conseiller. Donc ce n'est, pour être tout à fait précis, ce n'est pas sur notre bilan, c'est sur le bilan de la Commission, mais nous apportons une expertise technique dans l'évaluation, ce qu'on appelle les due diligence, des dossiers tels qu'ils nous sont soumis par la Commission européenne, et c'est la Commission qui, in fine, prend la décision. On peut le noter, la France est aujourd'hui le premier bénéficiaire, et en volume et en nombre de projets, de ce programme. Ce qui est le révélateur aujourd'hui d'une dynamique, parce qu'il y a aussi effectivement un foisonnement de projets. Il y a aussi des acteurs nationaux, comme la BPI, pour ne pas la citer, qui accompagnent ces dynamiques de création d'entreprises, d'accompagnement en early stage, en phase d'amorçage. Vous co-investissez avec la BPI, tout à fait. On co-investit, on finance la BPI pour qu'elle fasse plus, et on garantit la BPI pour qu'elle puisse prendre plus de risques. Quelque part, c'est aussi notre relais sur le territoire, elle mobilise des financements européens pour accroître sa capacité d'investissement. Et nous avons, comme la BPI, et aux côtés de la BPI, des équipes qui apportent du conseil. C'est-à-dire que nous conseillons aussi les entreprises dans la structuration et dans la recherche de financement, de telle manière qu'elles puissent être aujourd'hui, aller chercher des investisseurs, aller chercher des banquiers pour les accompagner dans leur phase de croissance. Vous êtes moteur auprès des entreprises européennes sur ces questions et sur ces volets. Messieurs, je vous propose d'évoquer maintenant en dernière partie d'émission, donc toujours sur ce sujet des hydrocarbures et de la sortie des hydrocarbures. On va parler du coût maintenant de cette sortie, parce que tout ça, ça a un coût, effectivement, et vous êtes bien placé pour en parler. Peut-être faire un point sur le volet législatif. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des freins législatifs pour sortir totalement des hydrocarbures et ensuite peut-être essayer de quantifier à combien cette enveloppe serait évaluée, en tout cas à l'échelle de la France, pour sortir des hydrocarbures et se diriger uniquement sur les énergies renouvelables. Je pense que sur un plan législatif et réglementaire, il n'y a plus vraiment de freins. Il y a plutôt des ajustements à apporter à certains textes pour encore accroître, améliorer notamment l'innovation que vous évoquiez, parfaitement exact. C'est d'ailleurs au cœur du rapport que j'évoquais un peu plus tôt. L'innovation va de pair effectivement avec la compétitivité. Et puis également peut-être des améliorations pour améliorer, je dirais, la production des énergies électriques en Europe. Et notamment privilégier les filières européennes, tous ces instruments, tous ces composants qui sont nécessaires pour réaliser la transition énergétique, et notamment prévoir, par exemple, dans les appels d'offres, des critères qu'on appelle hors prix, qui vont permettre effectivement de flécher l'innovation, d'améliorer, de pondérer plus favorablement les produits typiquement réalisés sur le sol européen, de façon là encore à répondre à la compétition mondiale, puisque la réalité c'est qu'on a un retard de croissance qui s'est accru sur les zones principales et qu'on peut sans doute, par les textes, encore améliorer. Donc pas de frein de principe, plutôt des textes à ajuster, naturellement en tenant compte de la contrainte budgétaire, puisqu'on a une nécessité quand même d'avoir des subventionnements publics pour un certain nombre de projets, même si on voit une tendance lourde se dessiner, qui est une évolution vers la vente d'énergie sur le marché à des acteurs privés hors subventionnement. Pardonnez-moi, vous évoquiez précédemment, en première partie de cette émission, le volet de la commercialisation de cette énergie par les institutions publiques, et notamment les freins à la commercialisation, puisque de par leur nature, elles ne peuvent pas. Pour autant, il y a quand même un potentiel important de foncier
qui pourraient être exploités à cet effet? Très clairement. Et puis, par rapport à la loi qui impose notamment aux établissements, aux grandes surfaces d'équiper les parkings d'ombrières et donc d'équiper de panneaux photovoltaïques de production d'énergie, on a une réserve de bâti, de foncier bâti qui pourrait demain être utilisé à bon escient pour de la production et donc de l'autoconsommation, si pour autant effectivement les textes législatifs ou les textes réglementaires le permettent et d'avoir un mécanisme qui soit je dirais neutre pour le contribuable, mais pour autant permettre de baisser in fine le coût de la consommation énergétique. Donc ça peut être un levier intéressant d'exploiter tout ce foncier bâti que nous avons en France et de pouvoir produire notre énergie et de la commercialiser, à condition effectivement de pouvoir peut-être assouplir les textes législatifs. Sur quel volet précisément on pourrait intervenir? Alors, assouplir le cadre, effectivement, plus précisément pour l'État, les collectivités locales disposant de certains mécanismes, alors en créant en fait des sociétés propres dédiées à la production d'énergie renouvelable. Les collectivités territoriales ou locales ont plus de Les collectivités territoriales, oui, mais elles ont aussi moins de foncier probablement que l'État, d'où je pense en fait le sujet État et établissements publics nationaux, puisqu'on parle que de l'État, mais l'État c'est la sphère publique, je dirais, au sens large. Donc là, il y a sans doute un gisement important, effectivement, pour déployer. Et puis aussi, vous parliez des aspects législatifs et réglementaires, peut-être enserrer les procédures d'instruction dans des délais plus courts, avec des points de contact uniques. Le règlement récent Net Zero Industry Act de juin 2024 pousse en réalité dans cette direction, avec des délais d'instruction qui naturellement vont permettre d'accélérer les procédures, puisque un des freins importants, c'est la durée en fait du déploiement qui est conditionnée à l'obtention le plus souvent d'autorisation. Là, on diminuerait quoi d'un an, on passerait à 6 mois? C'est ça, on réduit les durées de 3 à 2 ans dans l'éolien en mer de mémoire, et puis de 2 à 1 an par exemple pour l'éolien terrestre. Donc ça permettrait de multiplier le nombre de projets et le nombre de... Ça permet d'accélérer, effectivement, et puis peut-être d'insérer aussi les délais de recours. Il faut savoir que les autorisations font souvent l'objet de recours qui ont pour effet de décaler d'autant en fait la réalisation concrète et l'installation concrète de ces installations de production. On avait beaucoup de recours sur ce type de il y a eu énormément de recours. Bon, il y a souvent des recours dans le domaine de l'éolien terrestre, pour des questions, par exemple, d'associations pour la protection de paysages ou de la protection de la santé. Vous en avez eu également de nombreux dans le domaine de l'éolien maritime, ce qui explique d'ailleurs que les premiers parcs qui ont été attribués en France il y a bientôt une dizaine d'années, en 2012, finalement ne sont rentrés effectivement en production que relativement récemment. Et c'est cette durée qu'il s'agit de réduire. Alors on ne va pas forcément la diviser par 3, mais on a quand même sans doute une marge de manœuvre, en tout cas en France, assez forte si on la compare par exemple à d'autres pays européens où les procédures et les demandes sont instruites avec une plus grande célérité. Donc là, le texte peut avoir un effet, je dirais, bénéfique. Accélérateur peut-être de ces mesures. On va s'appuyer sur une récente étude de l'Agence internationale de l'énergie qui explique qu'on aurait un manque à gagner de l'ordre de 100 milliards d'euros pour l'insuffisance d'exploitation des énergies renouvelables pour notre consommation intérieure. Si on veut sortir de cette dépendance vis-à-vis des États fournisseurs, comme on le disait en début d'émission, et aller vers une souveraineté énergétique, ça nous coûterait combien ? La question est effectivement hautement compliquée, dans le sens où, si on revient à notre problématique, c'est-à-dire qu'il faut s'affranchir des importations et donc de notre dépendance, et pour autant, l'énergie, en tout cas la plus décarbonée et probablement la moins coûteuse à court terme, c'est le nucléaire, dont le temps de maturation est supérieur à 10-15 ans. Si on veut renouveler notre parc et développer des petits réacteurs, ce qu'on appelle les SMR, que ce soit des 3e génération plus ou des 4e génération, on est sur du temps long. Et donc effectivement, on a un temps de transition important dans lequel on doit mobiliser des énergies renouvelables qu'on peut mettre en place rapidement, pour autant que l'aspect législatif ou l'acceptabilité soit suffisante. Et en particulier sur le inshore, on a l'éolien terrestre, on a une difficulté d'acceptabilité aujourd'hui en France qui nuit particulièrement au déploiement. Maintenant, les besoins, ils sont infinis.
c'est évident. On est en transition, nos économies sont en transition. Ce qui avait été évalué en 2019, et c'était l'engagement du pacte vert, c'était un investissement de 1 000 milliards d'euros à l'aune de la décennie, c'est-à-dire jusqu'en 2030, permettant d'atteindre cet engagement, le Fit for 55, la réduction de 55% de nos émissions à horizon 2030. Et la BEI est l'opérateur de mise en œuvre de ces financements. Elle ne le fait pas tout seul, c'est ça qui est un point important. Ça ne repose uniquement, et ça ne pourra réussir, que s'il y a une concordance, effectivement, entre la dynamique du secteur privé, qu'on voit, qui est réelle, la dynamique des acteurs financiers, que ce soit les banques et les fonds d'investissement. Et aujourd'hui, notamment en France, on voit que le secteur bancaire commercial, les fonds d'investissement s'orientent majoritairement vers ces thématiques. On parle de fonds d'impact, on parle de banques du climat, de banques nationales aussi du climat, que ce soit la Banque des territoires, mais les banques commerciales aujourd'hui ont bien compris qu'il fallait accompagner cette transition, accompagner les entrepreneurs et aussi les particuliers qui veulent s'orienter dans cette dynamique. Donc on a besoin de... Une estimation, donc 1 000 milliards d'euros sur la décennie. En tout cas, c'est l'engagement que nous avons pris au niveau européen, mais ce n'est pas 1 000 milliards d'investissement de la BEI. Évidemment, la il faut collecter auprès des acteurs privés également. Mais il faut se servir de la capacité d'investissement public pour avoir cet effet catalytique. À nous d'initier, notamment, on parlait tout à l'heure de l'éolien offshore, l'expérience est encore faible au niveau français, il y a d'autres expériences européennes, à nous aussi d'être à l'initiative pour embarquer avec nous d'autres acteurs financiers et d'autres acteurs privés, de telle manière qu'il y ait un effet catalytique et qu'on puisse atteindre cet objectif qui a été d'ailleurs confirmé par le rapport Draghi en termes de dimensionnement du volume, qui est très important. Messieurs, merci infiniment d'être intervenus sur ce plateau. C'est un sujet qui se poursuivra par des tables rondes et par un approfondissement de cette thématique. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.